Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à Radio Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler éducation. Nous allons essayer d'aborder, d'analyser les 12 mesures, quelques-unes des 12 mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale pour un virage vers la qualité. Et pour en parler, nous accueillons en studio le professeur Guy Etienne, qui est directeur général du collège 4 Pressoir. Monsieur Etienne, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Monsieur Allen, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Télémétropole. Avec sa méthode unique, 4 Pressoir passe pour une école de référence et pour preuve, récemment, cette école a été choisie pour rejoindre le réseau international des change makers. Qu'est-ce que cela implique? D'abord, nous avons intégré le réseau Ashoka. Ashoka, c'est la plus grande association d'entrepreneurs sociaux du monde. Et ils ont suivi le travail que nous faisons au Collège 4 Pressoir. Ils ont compris que nous sommes en train de préparer des acteurs de changement. Et donc, en juillet dernier, ils ont choisi le Collège 4 Pressoir comme la première école de change makers, ça veut dire d'acteurs de changement de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord que si nous sommes une référence, nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut continuer à améliorer la qualité de l'enseignement que nous préparons. C'est aussi une évaluation pour nous. Ça nous permet de voir que nous sommes en train de préparer effectivement des acteurs de changement. On en a tellement besoin en Haïti. Et ça implique aussi pour nous des rapports, des partenariats que nous avons déjà commencé à établir avec certaines écoles du Brésil, du Chili et de l'Amérique latine de manière générale. Acteurs de changement, qu'est-ce que cela sous-entend? Ça signifie que la formation qu'ils reçoivent au Collège 4 Pressoir et qu'ils devraient recevoir dans toutes les écoles, quand ils vont aller sur le terrain, ils pourront analyser la situation, voir les difficultés, être face aux difficultés, trouver des éléments de solution, être capable d'écrire des projets, être capable d'implémenter les projets, être capable d'évaluer la qualité des projets. Et donc, depuis au moins 30 ans, nous disons au Collège 4 Pressoir, nous devons former des agents de développement. Parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas un système éducatif vraiment pragmatique et un système éducatif qui répond aux besoins de développement. Donc, acteurs de changement, les jeunes que nous préparons sont des jeunes, nous l'espérons vraiment, qui vont changer le pays et nous espérons qu'Haïti prendra sa place au rang des grandes nations du monde. Tout à fait, par l'éducation. Par l'éducation. L'État haïtien a fait un très bel effort cette année avec la rentrée des classes qui a eu lieu le 8 septembre, comme annoncé. Mais on sent que l'on n'était pas vraiment prêt pour cette rentrée parce qu'il y a eu, pas la rentrée, mais plutôt les rentrées. Comment faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait une seule et grande rentrée officielle des classes, que ce soit pour les écoles privées et les écoles publiques? Je pense d'abord que c'est arrêter de planifier au jour le jour. Un système éducatif ne peut pas être planifié à court terme. Il faudrait que l'État, que le ministère de l'Éducation encadre, accompagne les écoles pour apprendre à toutes les écoles à élaborer des plans sur une période. Par exemple, nous autres au Collège 4 Pressoir, nous avons toujours un plan sur 5 ans. Le plan de développement de l'école se fait généralement sur 5 ans. Bien sûr qu'on modifie selon la conjoncture. Et donc, on est toujours prêt. Il faudrait qu'une école soit toujours prête. Là, je parle du côté des écoles. Maintenant, du côté des parents, du côté de la société, que la rentrée se fasse en août ou en septembre ou en octobre ou en janvier ou 2 ans plus tard, ça va être toujours un prétexte. Je pense qu'il faut absolument que tout le monde comprenne l'importance de l'école. Il faut que tout le monde comprenne que dans tous les pays du monde et dans tous les pays de notre région,
les écoles commencent au mois de septembre. Il y en a qui commencent déjà à la fin du mois d'août. Pourquoi? C'est pour donner le maximum de temps aux élèves, le maximum d'heures de travail aux élèves, parce qu'on a déjà un système éducatif qui ne répond pas vraiment au développement. Il faudrait donc permettre aux enfants d'aller à l'école le plus longtemps possible. Donc, il faut une vision du système éducatif haïtien, il faut une planification, non pas d'année en année, mais une planification à moyen terme et à long terme. Est-ce qu'au niveau de votre école, la rentrée a été générale? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Dès le premier jour, le 8 septembre. Le 8 septembre, nous avions eu 96% de présence. Okay. Dès le premier jour. Et le troisième jour, on était déjà quasiment à 99%. On a reçu que 2 élèves en plus hier matin, mais sinon, les parents le savaient. Depuis le mois de juin, ils avaient reçu la liste des livres avec la rentrée prévue pour le 8 septembre. Et toute la planification a été faite. D'ailleurs, sur le site de l'école, ils ont vu depuis le mois d'août, ils ont vu toute la planification de l'année, ce qui veut dire que là, pour nous, il n'y a pas eu de problème. Alors, on a tendance à dire au Collège Quatre-Pressoir qu'on est toujours prêt et on n'est jamais prêt. On est toujours prêt, ça veut dire que le minimum à offrir pour que l'école commence, pour que l'école ouvre ses portes, est toujours là. Et étant donné que le collège s'adapte, suit et veut toujours être à l'avant-garde de la formation technologique, or la science et la technologie se développent tellement vite, avec une vitesse vertigineuse. Donc on n'est jamais prêt parce qu'il faut adapter à tout moment les stratégies. Mais administrativement, on est toujours prêt. Pédagogiquement, on adapte régulièrement selon le développement de la science et de la technologie. Parlant d'éducation, cette année, c'est le cas des années précédentes, mais cette année, la question est beaucoup plus épineuse, c'est ce naufrage, le mot n'est pas trop fort, qu'il y a eu au niveau des examens du baccalauréat. Comment comprendre cet échec cuisant et comment faire en sorte qu'il n'y ait plus un taux assez élevé d'échec au niveau des examens du baccalauréat? Bon, cette année, il y a eu une tollée autour des résultats des examens officiels, mais les résultats ont toujours été ce qu'ils sont là. Et on devrait s'y attendre parce qu'une évaluation ne peut pas être isolée d'un système d'apprentissage. Une évaluation fait partie intégrante d'un système d'apprentissage. Or, quand le système d'apprentissage n'apprend pas grand-chose, quand il n'y a pas de supervision, quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas d'évaluation à tout moment pour contrôler les acquisitions et éventuellement faire des corrections. Arriver à l'évaluation sommative, à la dernière évaluation, ce n'est pas étonnant qu'on ait cette catastrophe-là. Et d'ailleurs, en février dernier, nous avons travaillé, j'ai participé aux assises sur la qualité de l'éducation et j'avais justement présenté un atelier sur cette catastrophe. Et j'avais bien expliqué que, étant donné que les enfants ne sont pas formés, les élèves, les cours se donnent de n'importe quelle façon, et avec un programme qui ne répond absolument à rien du tout, un programme complètement désuet, et en plus, le système même de l'organisation des examens, dans quels locaux, avec quels surveillants. Donc, quand on regarde toute cette infrastructure qui a été mise en place pour les examens officiels, on devait s'attendre à cette catastrophe-là. Et donc, là maintenant, il faut justement, heureusement que le ministère actuel met l'accent sur la qualité de l'éducation. Et donc, ces résultats catastrophiques portent le ministère à prendre certaines mesures. Pour la session extraordinaire concernant l'Ouest, le résultat qui concerne l'Ouest, c'est 18%, c'est pour la première fois. C'est catastrophique. Vous savez, quand on étudie, si on fait une analyse du système éducatif, de ce que les parents investissent, de la première année à la terminale, et quand on regarde le taux d'échec, généralement, depuis les 10 dernières années ou 20 dernières années, quand on regarde ce taux d'échec, la perte est considérable, vraiment considérable. Non seulement en termes économiques, mais les parents qui envoient leurs enfants à l'école, ils investissent leur espoir dans un devenir meilleur pour leurs enfants.
Donc vraiment, moi, je m'attendais à ce taux d'échec. Et c'est lamentable. C'est lamentable parce que, en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau phénomène qui se développe là maintenant. Il y a des parents qui ne veulent plus que leurs enfants aillent aux examens d'État. Donc, à partir de la classe de seconde, maintenant, ils n'attendent même pas la terminale après avec les problèmes de l'université. À partir de la classe de seconde, ils préfèrent les envoyer à l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants passent ces examens d'État. C'est un phénomène qui... Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ils constatent que non seulement la façon d'organiser les examens et les résultats des examens également, il y a un point extrêmement important que tout le monde doit comprendre. Quand l'extérieur nous observe et constate qu'il y a 15%, 12%, 18% de réussite, automatiquement, ces examens officiels, le certificat délivré par le ministère est discrédité, n'a plus de valeur. Tout à fait. Donc, pour permettre aux enfants d'intégrer les universités à l'extérieur correctement, il y a des parents qui préfèrent très tôt faire le choix d'envoyer les enfants à l'extérieur. Et là, ce qui augmente encore l'hémorragie économique dans le système économique d'Haïti. Tout à fait. On arrive à la fin de la première partie de l'émission et à la seconde partie, on va surtout mettre l'accent sur les mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale pour le virage vers la qualité. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous parlons éducation avec le directeur général du collège Quatre-Fressoirs. Restez branchés, on revient après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre fidélité à Radio Télémétropole. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le
point. Ce matin, nous parlons éducation. Monsieur Étienne, les examens de la 6e année fondamentale vont être organisés dans les écoles. C'est l'une des mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. La question, était-il vraiment nécessaire d'annuler le certificat d'études primaires? Et à ce sujet, on n'entend pas suffisamment les directeurs d'école. C'était nécessaire. D'ailleurs, dans le projet de réforme de l'éducation, et on ne devrait pas avoir d'examen officiel en 6e année fondamentale. Les examens officiels devraient avoir lieu en 9e année fondamentale. C'était nécessaire, mais il faut des mesures d'accompagnement. Parce que nous savons bien ce que ça veut dire des examens officiels. Ce sont des examens qui augmentent la contrainte sur les écoles pour s'assurer de la qualité de la formation ou pour s'assurer que les enfants viennent à l'école, pour s'assurer que les professeurs donnent des leçons, donnent du travail aux élèves. Enfin, quand on parle d'examen officiel, les directions d'école sont plutôt branchées pour pouvoir envoyer les enfants aux examens officiels. Mais que valent ces examens officiels? C'est la grande question à poser. Donc, quand on prend des examens officiels, il faut voir deux niveaux. Le niveau pédagogique et le niveau administratif, le niveau officiel lui-même. Au niveau pédagogique, ces examens, quand on voit qu'après 6 ans déjà, qu'on ait un taux d'échec, certaines fois de 30-40%, c'est préoccupant. Et en même temps, quelles sont les mesures qui ont été prises après ces échecs-là? Qu'est-ce que nous constatons? Chaque année, c'est le même taux et au contraire, ce taux d'échec augmente d'année en année. Mais quelles sont les mesures qui sont prises? Parce qu'un examen, une évaluation, permet aux éducateurs, permet aux enseignants de modifier leur système d'apprentissage pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Or, qu'est-ce que nous constatons d'année en année? Ce taux d'échec augmente. Ça veut dire que les examens ne servent absolument à rien. Quand nous savons aussi dans quelles conditions, encore une fois, dans quels locaux sont organisés ces examens, et ensuite, il faut le dire, la correction ou les corrections de ces examens, réalisées par qui? Dans quelles conditions? Moi, je pense que les résultats donnés ne sont généralement pas fiables. Et quand on prend, par exemple, certaines fois des erreurs qui se glissent également au niveau des résultats. Était-il nécessaire? Oui, mais il faut des mesures d'accompagnement. Le ministère se propose d'envoyer les examens dans les écoles, selon ce que j'ai entendu, et que ces examens seront organisés dans les écoles. Bon, je suis mal placé pour commenter, mais je pense que là encore, il faut absolument que le ministère s'assure que les examens vont être administrés vraiment aux élèves, surveillés comme il faut, corrigés comme il faut pour avoir des résultats qui vont permettre de prendre des décisions. Parce qu'encore une fois, une évaluation n'est jamais isolée. Une évaluation, c'est l'aboutissement d'un système d'apprentissage. Et qui permet quoi? Qui permet de rectifier le tir, qui permet de faire justement l'évaluation de ce qui a été fait et de corriger ce qui n'a pas été fait correctement. Donc nous estimons qu'il faudrait que le ministère s'assure effectivement que ces examens vont être administrés dans des conditions correctes et que les corrections seront faites également de manière tout à fait avec l'honnêteté la plus grande pour que les parents soient vraiment au courant des résultats du niveau réel de leurs enfants. Est-ce qu'au préalable, un travail avait été fait entre les directeurs d'école et le ministère de l'Éducation nationale avant la prise de ces mesures? Je sais que le ministère a fait appel à beaucoup d'associations, notamment le COSPE, qui est le consortium des écoles privées du pays. Le ministère a travaillé en étroite collaboration effectivement avec ce consortium, le COSPE, avant de prendre cette décision-là. Donc je sais que les directeurs d'école ont été effectivement impliqués dans la réflexion pour arriver à cette décision-là. Mais toujours est-il que la question de la surveillance des examens dans les écoles reste cruciale quand même. Le bac unique, c'est également l'une des mesures annoncées par... Bon, pas annoncées, prises déjà parce que ces mesures seront effectives d'ici cette année académique. Un bac unique, est-ce que c'est également nécessaire?
C'était prévu encore par la réforme et c'était prévu également par le nouveau secondaire. Alors, normalement, l'ancien système disait section primaire, section secondaire, de la première à la 6e année, section primaire, de la 7e année à la terminale, section secondaire. Ce n'est plus ça. La réforme, et particulièrement la réforme du nouveau secondaire, divise le cycle d'apprentissage en deux grandes parties. L'enseignement fondamental de la première année à la 9e année. Et à cette fin de cycle de la 9e année, les élèves doivent passer des examens officiels. Mais il ne faut pas que ces examens soient des examens de barrage. Ces évaluations qui doivent être faites en 9e année doivent être des évaluations d'orientation. Pourquoi? Un élève peut ne pas être brillant dans le système classique, mais pourtant, il peut avoir des compétences extraordinaires dans le professionnel, en technologie. On a toujours vu, notamment au collège Quatre-Pressoir, des élèves qui, certaines fois, éprouvent certaines difficultés dans le système classique. Et quand ils sont maintenant dans la réalisation des projets, ils excellent. Et certaines fois, ils dépassent même les élèves qui excellent dans le système classique. Donc, les évaluations de la 9e année fondamentale doivent être des évaluations d'orientation. Ça veut dire qu'un élève qui passe cette évaluation-là saura qu'en secondaire, il peut aller soit dans la filière classique, qui va l'amener à un baccalauréat classique, et qu'il pourra rentrer à l'université avec le certificat qu'il aura, ou dans une filière professionnelle, ou dans une filière technologique. Et ces filières devraient amener aussi à des examens officiels, des examens, un bac professionnel et un bac technologique. Et à ce moment-là, selon ce projet de réforme, il n'y a qu'un seul baccalauréat, il n'y en a pas deux. Donc en fait, c'est juste une application du projet de réforme du système éducatif haïtien. Il y a une autre mesure qui dérange certains, mais qui est saluée par d'autres personnes, c'est le permis d'enseigner. Et selon vous, dans un petit briefing qu'on a eu avant l'émission, vous m'aviez dit que ça permettrait, le fait pour des professeurs d'avoir un permis d'enseigner, ça occasionnerait la fin du phénomène de vendeur d'heures. En effet, Haïti est peut-être l'un des rares pays du monde dans lequel n'importe qui s'improvise enseignant. On ne peut pas jouer avec l'avenir d'un enfant. Je le dis souvent, on peut avoir un magasin échoué, perdre le matériel, travailler pour remplacer le matériel. Mais on ne peut pas jouer avec la formation d'un enfant. Chaque année passée sur les bancs de l'école, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde sont importantes dans la formation de l'enfant. Donc, il faut que la formation d'un enfant soit assurée par des professionnels de l'éducation. Il est temps aussi que l'enseignant soit considéré comme une profession négligée, comme une profession, n'importe qui peut s'improviser enseignant. Non. Quand on regarde à travers le monde maintenant, on parle des sciences de l'éducation. L'éducation est devenue une science. Et donc, pour aborder les sciences de l'éducation, il faut avoir des compétences. Pour aller dans une salle de classe, il faut aussi avoir des compétences. Moi, personnellement, je salue vraiment et je suis très heureux de cette mesure parce qu'il faut que les enseignants soient des professionnels. Chez nous, nous n'avons que des professionnels de l'éducation. Ça veut dire que des professeurs qui ont fait des études universitaires, ils sont tous des universitaires, et de plus en plus, nous avons des professeurs qui sont soit en maîtrise ou qui ont obtenu déjà leur maîtrise. Et il y en a qui vont aussi en doctorat. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'un enseignant à qui on confie un enfant, il faut qu'il soit compétent. Et le permis d'enseigner, j'espère vraiment, va favoriser ce virage vers la qualité de l'enseignement. Tout à fait. Parlant de virage vers la qualité de l'enseignement, est-ce qu'on peut vraiment en parler sans tenir compte de la technologie? Quelle devrait être la place de la technologie dans l'éducation, ou encore au sein du système éducatif haïtien au XXIe siècle? On ne peut pas s'en passer. La technologie envahit notre vie sans notre permission. Or, l'école, justement, c'est l'endroit où l'enfant apprend à non seulement avoir une vision sur l'avenir, mais apprend à préparer, comme j'ai l'habitude de dire, son devenir.
Or, inévitablement, la technologie est un outil indispensable maintenant à tout développement. Donc, il faut que la technologie intègre effectivement le système éducatif. Mais pour cela, il faut aussi une très bonne formation. Il y a des gens qui pensent que la technologie facilite la tâche. Oui, mais attention. Quand on prend par exemple ce phénomène d'Internet, les élèves qui ont des devoirs à faire ou des recherches à faire, autrefois, il fallait qu'ils lisent dans les livres et qu'ils fassent des synthèses pour pouvoir remettre le devoir. Mais qu'est-ce qu'on constate maintenant? Il y a le phénomène copier-coller. Ils vont sur Internet, ils prennent un document quelque part, ils prennent la suite et ensuite ils mettent tout ensemble. Déjà, même dans l'architecture du texte, on sent que rien ne vient de l'enfant en réalité. Et donc, je pense qu'il faut que les enseignants soient aussi formés avec cet outil de technologie. Et nous autres, ça nous a pris plus de 10 ans pour former vraiment les enseignants, parce que là, tous au Collège Quatre-Pressoir, ils utilisent la technologie. Nous sommes au stade maintenant à l'école où des élèves vont au laboratoire de chimie, par exemple, et ils ont l'autorisation avec leur tablette numérique ou leur téléphone dit intelligent, ils ont l'autorisation de faire des photos, de filmer les manipulations, et les rapports qu'ils doivent remettre sont des rapports sur support électronique. Et maintenant, les professeurs reçoivent les devoirs par email. Donc la technologie, et là, les enfants ont beaucoup plus d'efforts à faire parce qu'il faut interpréter les moindres étapes de la manipulation, par exemple. C'est pareil en sciences naturelles, c'est pareil en physique. Donc la technologie permet de penser autrement. Mais il faut une formation pour les enseignants. Il faut aussi que les élèves arrêtent d'utiliser la technologie dans la dégradation de l'orthographe aussi. Parce que ça, c'est un gros problème également. Quand on prend les SMS, quand on prend les BBM, quand on prend... Mais là, il y a une dégradation vraiment de la qualité de l'orthographe. Or, c'est important. Donc, il faut absolument que l'école s'ajuste pour que l'école apprenne aux jeunes à utiliser valablement cette technologie. Alors, on comprend bien que vous félicitez les trois des 12 mesures annoncées. On a touché la question de l'annulation du CEP, le certificat d'études primaires, le bac unique, le permis d'enseigner. Est-ce que vous ne décelez pas quelque part une faille ou certaines failles dans les 12 mesures? Il faut, moi, je le répète souvent et je l'ai dit d'ailleurs au ministère de l'Éducation, je me suis permis de donner ce conseil au ministère de l'Éducation. Les mesures, ce sont de très très bonnes initiatives, mais il faut des mesures d'accompagnement. C'est obligatoire qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je recommande aux centres universitaires, mais vraiment des universités reconnues, qui ont des facultés des sciences de l'éducation, de préparer des programmes pour la formation des enseignants qui sont sur le terrain et la formation des enseignants, la formation initiale pour les enseignants aussi. Donc, il faut absolument une formation ou toute une série d'ateliers de formation pour les enseignants qui sont sur le terrain. Parce que avoir le permis d'enseigner, si je crois comprendre, tout le monde va avoir un permis provisoire, mais il y a des critères que le ministère doit élaborer et ces critères doivent être connus de tout le monde. Ces critères doivent être publics. Pour être enseignant, voilà les compétences que vous devez avoir. Voilà la formation que vous devez avoir. Et il faut aussi, l'une des mesures qui accompagne ce permis d'enseigner, il y a la carte d'identification de l'établissement aussi, qui est extrêmement important. Parce que moi, je le dis, je suis mal placé comme directeur d'école pour le dire, mais il faut le dire. Et il y a des locaux qui ne s'y prêtent pas du tout et qui abritent des enfants. Non seulement c'est dangereux, mais également un enfant qui est dans une situation, dans un local qui n'est pas confortable ou qui n'a rien à voir avec une école. Quel type d'apprentissage qu'on peut faire? Donc là encore, il faut des mesures d'accompagnement et je crois que l'une des mesures d'accompagnement, l'un des souhaits vraiment que je formule, c'est que les inspecteurs du ministère de l'Éducation deviennent de vrais encadreurs pédagogiques. Parce qu'on n'a pas besoin d'un inspecteur qui va venir contrôler combien de bancs il y a à l'école, combien de toilettes il y a, etc. Ça, c'est le travail du génie scolaire, de la direction de génie scolaire du ministère de l'Éducation. Il faut que nos inspecteurs, que les inspecteurs du ministère de l'Éducation soient de vrais encadreurs pédagogiques. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de déceler des problèmes, des failles, des difficultés que confrontent les écoles.
Non pas pour dire on va fermer cette école, mais c'est pour accompagner les directions d'école. Donc les mesures, il y a de très bonnes mesures, mais il faut des mesures d'accompagnement. On ne saurait parler d'éducation sans porter un regard, aussi furtif soit-il, sur le programme Sougo. Comment voyez-vous ce programme? Quel regard portez-vous 3 ans depuis son implication, son implémentation, le programme Sougo? Dans tous les cas, quel que soit le programme qui vise à augmenter l'offre scolaire, c'est un bon programme. Et là encore, il ne s'agit pas d'envoyer une quantité d'enfants à l'école, il faut s'assurer de la qualité de l'éducation aussi. Et je pense que les mesures prises par le ministère maintenant ne concernent pas seulement les classes d'examen d'État. Parce qu'un permis d'enseigner, que ça soit au préscolaire ou au niveau fondamental ou au niveau secondaire, tout le monde devrait avoir un permis d'enseigner. Donc envoyer beaucoup d'enfants à l'école, c'est une très très belle initiative. Là encore, je pense qu'il était nécessaire. Mais il faut aussi qu'on s'assure que la qualité de la formation que ces enfants vont recevoir à l'école, que cette formation va leur permettre d'organiser leur avenir et de devenir des acteurs de changement du pays. Une dernière question pour refermer cette émission. Après l'école classique, il y a l'université. L'université d'État d'Haïti particulièrement a toujours été traitée en parent pauvre. Mais dans l'intervalle, il y a d'autres universités, entre guillemets, qui poussent comme des champignons à chaque coin de rue. On voit une université et vous êtes interpellé par ce fait. Vous appelez au secours de l'État. Ah, ben bien sûr. Moi je suis interpellé par ce scandale. Parce que dans tous les pays du monde, une université, c'est un centre de réflexion. Une université, c'est un centre de développement du pays. Or, effectivement, dans plein de coins de rue, on voit des locaux avec l'étiquette, la pancarte, université X ou université Y. Donc, les universités poussent avec la même rapidité maintenant que les écoles également. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et il faut s'assurer que l'université, quand on parle d'une université, on parle d'un centre de formation de très haut niveau. Donc, il faut s'assurer de la qualité, il faut s'assurer que les responsables d'université soient compétents. Moi, je pense que je suis non seulement interpellé, mais je suis très préoccupé, pour ne pas dire très inquiet. Parce que qu'est-ce qu'on constate maintenant? Les jeunes, après le baccalauréat, et comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui s'en vont même avant le bac. Après le baccalauréat, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui n'acceptent pas que leurs enfants aillent dans une université et que ces enfants passent 50%, 60% de leur temps dans les rues à faire la grève, à faire des manifestations, etc. Et en plus, qu'ils envoient leurs enfants dans des universités où il y a des professeurs absentéistes. Donc je pense que là, c'est un gros problème parce qu'en plus de nos cerveaux qui s'en vont à l'extérieur et qui ne reviennent pas forcément, donc qui va assurer la relève? Mais en même temps, nous travaillons en goude et nous soutenons les enfants à l'extérieur en dollars. C'est une hémorragie économique extraordinaire pour le pays. Donc je pense qu'il est temps aussi que l'Université d'État d'Haïti dise ça suffit, il faut une université de qualité. Et les universités privées, mais que l'État maintenant s'organise à superviser également la création des universités, l'importance des universités. Ce sont des centres de développement. Dans tous les pays du monde, un gouvernement qui veut planifier, par exemple, sur 20 ans, sur 30 ans, ce gouvernement s'adresse aux centres universitaires pour dire, OK, dans 15 ans, voilà quel type d'individu que nous voulons avoir, dans 20 ans, voilà quel type d'individu. Les universités maintenant préparent leur programme et ces universités doivent faire également pression sur les écoles. Parce que nos élèves qui sortent de la terminale, ils s'en vont où? Ils s'en vont à l'université. Qu'est-ce qu'on constate aussi maintenant? Les universités, au lieu de faire des exigences de qualité, les universités augmentent leur nombre d'années de scolarisation maintenant. Quand on prend par exemple la faculté des sciences, moi je viens de la faculté des sciences, j'ai fait le génie civil, la chimie et en partie les mathématiques en 4 ans. Mais maintenant la faculté des sciences c'est 5 ans. Toutes les universités, les écoles privées, les écoles supérieures
augmente le nombre d'années. L'université Quisqueya est obligée d'augmenter le nombre d'années de formation. L'infotronique, en fait, toutes les universités sérieuses augmentent le nombre d'années de travail. Pourquoi? Parce que les élèves qui arrivent après la terminale ne sont pas au niveau. Il faut relever le niveau. Il faut relever le niveau. Et en plus qu'ils ajoutent des années de formation, ils ajoutent également des cours. Là maintenant, un cours de communication, un cours de français devient indispensable à l'université. Donc moi je pense qu'il faut non pas réfléchir sur les mesures pour le secondaire seulement ou pour le scolaire seulement. Il faut aussi que les responsables se penchent sur ce phénomène des universités non qualifiées qui prolifèrent là maintenant en Haïti. Et ça, c'est un problème qui est très sérieux. Moi, je suis réellement préoccupé. Parce que finalement, je me pose la question, quand je vois par exemple 60-70% de nos élèves après leur terminale à 4 s'en vont à l'extérieur, finalement, nous nous posons la question, nous travaillons pour qui et pourquoi? Guy Etienne, merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le directeur général du collège Katz-Pressoir, le professeur Guy Etienne. Avec lui, on a fait le point. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.